Hello, salut. On se retrouve pour le bonus spécial. Tu as vu que dans l'épisode 2, je t'ai proposé un bonus. Le bonus sur les neurones miroirs. Alors, est-ce qu'on a des miroirs dans notre cerveau? Qu'est-ce que ça signifie, cette histoire de neurones miroirs? Moi, c'est des notions que j'ai découvertes il n'y a pas si longtemps. Je trouvais ça fascinant. Claire, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Est-ce que tu peux nous parler des neurones miroirs? C'est quoi? C'est des neurones qui reflètent l'extérieur, qui reflètent la lumière qu'on a en nous. Qu'est-ce donc cette histoire de neurones miroirs? Eh bien, l'être humain, pour moi, est quelqu'un qui a besoin d'être en lien. C'est dans la théorie de l'attachement. On le voit dès la naissance, il a besoin d'être en lien avec les plus jeunes. Et les neurones miroirs, c'est qu'est-ce le monde extérieur par rapport à nos perceptions et comment je peux être en lien avec les autres ou pas et comment l'information peut être remise par rapport à mon environnement et par rapport à mon cerveau. C'est-à-dire tout ce que l'environnement se reflète sur moi, je vais, ça va me faire miroir, comme on dit. Donc on n'a pas de miroir dans son cerveau. On va refléter et on va agir en fonction de son environnement et en fonction des empreintes qu'on a eues aussi dès le plus jeune âge par rapport à notre environnement, par rapport à nos liens que l'on a pu créer ou pas. Et tous nos neurones vont se faire par rapport à ça. Ça va amener vers l'empathie, par exemple. Tu viens de dire, Claire, un truc très important, des liens que l'on a créés ou pas. Ah oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? Que les liens que nous n'avons pas créés, des liens sécures, des liens où tout simplement qui n'existent pas, par exemple un enfant qui n'a pas de parents, ou il manque un parent, la maman est décédée, le bébé était petit, ou le papa n'était pas là, ce sont des liens qui n'existent pas. C'est des liens qui peuvent se créer avec d'autres personnes, mais c'est des liens qui vont se créer de façon qui ne vont pas être comme dans une famille qui pourrait être la plus sécure possible. Et donc, pour survivre, les neurones miroirs vont devoir se mettre en mode survie. Et ce que j'appelais le cheval qui se met comme ça pour avoir une autoroute de fonctionnement et s'adapter d'une certaine façon et réagir à son environnement d'une certaine façon, parce que dès qu'on est jeune, d'abord, on n'a pas la capacité intellectuelle pour comprendre tout ce qui se passe, on n'a pas encore toutes ces capacités, et ensuite, on dépend de notre environnement. Donc, les neurones miroirs, l'attachement, oui, ça va être... On est 100% dépendant de notre environnement, ouais. Et est-ce que, alors, moi j'ai l'habitude de dire que le mode de fonctionnement de notre système nerveux, de notre cerveau, par défaut, quand on est en dehors de notre fenêtre de tolérance, qu'on passait en mode par défaut, que ce mode par défaut, c'était la façon dont notre système nerveux s'était configuré dans notre enfance en fonction des traumas, justement liés à l'attachement. Probablement qu'il y a un lien aussi avec le vécu prénatal. Je m'étais pas mal intéressé à un moment donné à l'influence du vécu prénatal. Là, ça ouvre d'autres pistes. Moi, j'ai une hypothèse sur les TDAH qui est assez dérangeante. C'est que ça serait, entre autres, une surstimulation du fœtus pendant la vie fétale, dans le sens où beaucoup de femmes aujourd'hui, elles sont enceintes et puis elles continuent à bosser à fond, à être surstimulées. Et je me demande, quand on comprend que le fœtus ressent toutes les émotions, en fait, est déjà informé de tout ce que vit, de tout ce que pense, tout ce que ressent, tout ce que fait la maman, dans quelle mesure il ne faudrait pas avoir un mode de vie plus slow life quand on est enceinte? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre l'hyperactivité, tu vois, de la vie moderne et certains troubles du comportement qu'on retrouve chez l'enfant? Ce sont des pistes, des réflexions. Là, j'ouvre sur autre chose, là. Oui, c'est encore autre chose. Alors, évidemment, il y a toujours plusieurs facteurs, mais le moment de l'enfant ressent tout. Je suis infirmière puéricultrice à l'origine, j'ai travaillé dans un hôpital. Et je ne savais pas avant de parler à Claire de ça, d'accord? Donc, j'ai accompagné des femmes enceintes et des accouchements. Ouais. Et j'ai 3 enfants moi-même. On peut dire que tu es une experte dans le domaine. Je ne suis pas sage-femme quand même, mais j'ai accompagné, j'ai une expérience là-dedans. Et alors, qu'est-ce que tu en penses de cette hypothèse que je viens d'émettre? Comment ça résonne? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais effectivement, le stress intra-utérin, et ça a été prouvé maintenant, affecte grandement le stress de la maman et de l'environnement donc qu'elle a autour d'elle.
affecte, à un moment donné, le placenta va envoyer des doses pour calmer l'enfant, mais à un moment donné, si le stress est trop grand, l'enfant va être aussi stressé. Donc il y a une imprégnation. Les femmes qui fument beaucoup, par exemple, où on va avoir des bébés après la naissance qui vont être très stressés et qui vont crier tout le temps et qui vont avoir aussi leur addiction à la fumée, par exemple. Avec le stress, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est de l'adrénaline. On est drogué au stress. Ouais. Moi, je l'ai vécu, ça, je l'ai vraiment ressenti quand j'ai quitté la région parisienne avec une vie professionnelle très très intense et où je me suis installé dans le Lot, où je suis passé sur un mode plus slow life. J'ai vraiment eu une période de, je vais pas dire décompensation, ça serait pas juste, décompression, de désaccoutumance au stress et à la surstimulation. Et maintenant, je vis en pleine nature, au milieu du parc naturel des Cosses du Quercy, avec une stimulation beaucoup moins importante, et je vois bien la différence en fait. J'étais drogué au stress, et la plupart des gens qui sont dans des activités professionnelles trépidantes, qui vivent en zone urbaine, sont en fait des drogués au stress. Tout à fait. C'est de l'adrénaline, ça donne l'impression qu'on est vivant, que ça bouge. Et en fait, derrière, ça inhibe le ressenti, non? Alors, ça dépend. Le stress en soi n'est pas négatif, c'est neutre. Mais c'est la façon dont on n'arrête pas le stress et qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on sait l'utiliser? Le problème du système nerveux, c'est est-ce que je le fais d'une façon fixe et que je ne peux plus m'adapter et l'utiliser à bon escient ou pas? Donc l'adrénaline en soi, c'est pas un problème. Le stress peut être positif. Mais quand je ne fais que ça et que ça devient une addiction, c'est qu'est-ce que je fuis avec? Ça peut être super bon d'être stressé. Et c'est chouette. Mais d'avoir du slow life et de revenir aussi au corps et à un ralentissement, ça peut être très désagréable au début et très anxiogène quand on est habitué à aller à fond les manettes tout le temps. Et qu'est-ce qui a fait que on se sent toujours obligé de courir partout? C'est un petit peu comme le petit lapin dans Alice au pays des merveilles. J'ai pas de temps, j'ai pas de temps. Ou le hamster dans sa cage qui tourne, qui court. Voilà. Et le neurofeedback, en travaillant sur le système nerveux central, en fait, sur les neurones, va permettre de diminuer le niveau de stress. On peut dire, est-ce qu'on peut parler d'un stress physiologique, d'après toi? Alors pour moi, le stress est d'abord physiologique. C'est-à-dire, il y a des informations, ça s'appelle la neuroception. Le corps va s'imprégner de toutes les informations et c'est plus rapide que le cerveau, en général. Ça passe déjà par le corps avant que ça arrive au cerveau. Oui. Donc là, Claire, on est dans de la somatopsychique. C'est ça. C'est le corps, et c'est marrant parce que le fondateur de la naturopathie disait ça, il disait voilà, il y a le travail, tu vois là, si t'es naturo que tu regardes ou autre, toutes les méthodes qui agissent directement sur le corps, donc les massages, les techniques manuelles, tout ce qu'on a qui joue sur le corps en fait, informe le corps et ça remonte au cerveau. C'est ça. 80% des informations, et Stéphane Porges qui fait la théorie polyvagale en parle, viennent d'abord du corps. Sauf que qu'est-ce que le corps, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir sa boussole et comprendre comment il fonctionne et de le réapprivoiser. Et parce que si le cerveau se dit ouais mais attends il est dangereux ce corps-là, il m'a pas protégé, il a pas fait ci, il a pas fait ça, les informations ne vont pas être comprises par le cerveau de ce que le corps envoie ou peuvent être comme tu parlais de la fenêtre de tolérance à un moment donné, peuvent être soit dans le submergement, donc trop d'informations, trop de... donc hyperactivé. Voilà, hyperactivé, ou dans le sous-submergé, c'est-à-dire on bouge plus. Donc hypoactivé, figé, voilà, mode immobile. C'est ça. Et c'est surtout la dose justement de supporter le stress va être de plus en plus réduite et les personnes vont être de plus en plus réactives. Donc c'est intéressant de voir que l'information, ça s'appelle le syndrome de la girafe par exemple, quand on a des vécus très forts, on se coupe de ce que nous envoie le corps comme signaux
et on rentre dans notre tête comme si on montait les échelles et on était une girafe. Et là, on peut parler d'une dissociation? Oui, la dissociation. Alors c'est intéressant Ouais. la dissociation parce que c'est justement. Et Claire, on part sur plein de sujets. Là, en fait, le bonus, on était sur les neurones miroirs. Ce qui est génial, c'est que on part de tac, tac, tac. Tu vois, j'ai noté un mot. Parce que là, c'est plein de sujets, on pourrait développer. C'est super intéressant. Mais moi, j'ai tilté sur ce mot là que tu as dit, réapprivoiser le corps. T'es la première personne que j'entends dire ça. Après, je connais pas beaucoup de somatothérapeutes, mais réapprovisionner, c'est génial comme idée. Eh ben oui, parce qu'enfant, on est dans notre corps, on le vit pleinement, normalement. Sauf si, bon, évidemment, il y a dès le début des histoires un petit peu compliquées, mais même là, on le vit et il y a une communication très belle qui se fait entre le cerveau, nos neurones et le système nerveux, le nerf vague, enfin, et parce qu'il n'y a pas que ça, il y a les hormones, il y a tout, il y a la respiration, le sommeil, et tout se fait entre le corps et le cerveau. Même si les Donc tu veux dire qu'il y a un dialogue qui est là, et il y a une harmonie relationnelle. Est-ce qu'on pourrait presque dire que c'est comme deux personnes qui dialoguent et qui travaillent ensemble? C'est comme un couple. C'est comme une danse, en fait. Comme une danse, c'est ça. C'est comme une danse. Comme le jour et la nuit, en fait. Okay. Ils sont en train de se réajuster. Voilà. Le corps envoie, le cerveau réajuste et renvoie aussi pour que le corps réagisse. Voilà, ça fait un feedback permanent avec les boucles rétroactives. Henri Laborit, hein, la boucle cybernétique ouais, bref. Et donc cette boucle, cette danse, si on compare, t'as dit un truc qui me parle beaucoup, c'est le cycle, le jour et la nuit. Et là, en fait, c'est comme si tout d'un coup, on restait bloqué en mode nuit ou en mode jour, ou que ça se faisait de manière saccadée, par exemple. Il fait jour, là, actuellement il fait jour, et puis d'un coup, pof, c'est la nuit. C'est ça? Oui. Et puis il fait jour, puis il fait nuit. C'est saccadé, en fait. C'est saccadé, ou alors c'est en conflit. C'est-à-dire et là, on va parler plutôt de la dissociation. C'est-à-dire, c'est comme un divorce. C'est comme un divorce. Tu veux dire que la nuit le cerveau sont en conflit. Alors ce conflit, ça serait par exemple que le soleil ne veut pas se coucher. Voilà. Le soleil ne veut plus se coucher. Tu parlais du stress qui n'arrêtait pas, l'addiction au stress. Donc, ça veut pas s'arrêter. Parce que donc le soleil qui veut pas se coucher, ça serait c'est une métaphore. Ça serait quoi alors physiologiquement dans les mots ça serait quoi? Ça serait l'hyperactivation. Ça serait l'adrénaline qui est bonne en soi, qui est très positive quand on sait l'utiliser à bon escient et qu'on est conscient au lieu de subir. Là, c'est quand ça fonctionne plus que d'une certaine façon, c'est qu'on subit la chose. Et on est en train de subir et notre corps et nos réactions du système nerveux. Alors que si on comprend comment ça fonctionne et qu'on en est beaucoup plus conscient et qu'on accepte de danser avec et de réapprivoiser doucement et en sécurité et avec bienveillance, beaucoup d'autocompassion, parce que c'est pas pour rien que ça s'est mis en place. C'était pour survivre. On parlait de l'enfant à un moment donné, l'enfant il en a eu besoin et ça nous a bien aidé. Donc c'est aussi à honorer. Voilà, honorer, ouais. C'est marrant, moi je fais des constellations familiales avec mon épouse, elle a été formée selon la méthode Berthellinger, j'imagine que tu en as entendu parler. Je connais. Et le terme d'honorer est super important, d'honorer, et on termine toujours à la fin par honorer, alors parfois les gens ils ont du mal à honorer leurs parents par exemple, quand les relations sont conflictuelles, mais en fait le fait d'honorer, ça régule énormément. Ouais. C'est très important d'honorer et après c'est normal à un moment donné de reconnaître que la souffrance a été là, que quelque chose a été ressenti comme injuste et comme douloureux et plein de souffrance. Donc c'est normal que c'est difficile d'honorer. Mais si on n'honore pas et honorer, si on perd nos racines, un arbre qui est déraciné, il tombe. Ouais. Donc c'est comment, malgré tout ce qu'on a vécu, pouvoir se reconnecter à quelque chose pour qu'on puisse avoir des racines stables dans notre vie et pouvoir avancer. Bon, un arbre, il avance sous terre, on ne le voit pas forcément, mais... Et tu vois, quand tu parles des racines, cerveau, corps, les intestins, c'est des racines. Exactement.
Donc il y a vraiment ce lien, le cerveau, les intestins, deuxième cerveau, c'est nos racines de vie qui vont chercher les nutriments. Certains pensent que c'est même le premier cerveau pour le côlon. Ah oui. Ah oui. Parce que bon, j'ai ma fille qui a une maladie chronique et qui est atteinte. On va en parler dans les prochaines vidéos. Ouais, tu nous parles de tout ça. Là. Et le nerf vague est en relation avec le côlon. Et le cœur, il y a des neurones dans le cœur aussi. Exactement. Et là, on retrouve l'approche tripartie, corps, âme, esprit. Peut-être que tu connais un petit peu l'anthroposophie, t'en as entendu parler? Oui. Donc, le pôle métabolique, rythmique, neurosensoriel, la triangulation, d'être en mode triangle équilatéral pour trouver cet équilibre entre ces trois foyers. Exactement. Bon, on part loin. Le plus stable. Le plus stable. Ouais, ça s'appelle la géométrie sacrée. C'est le plus stable possible pour ceux qui sont des constructeurs, ce que je ne suis pas, mais j'apprends. C'est le triangle. Ouais. Bon, on est parti loin. Merci Claire. Ok, donc c'est un bonus en fait. En fait, on pourrait faire plein de bonus, je pense, avec Claire sur plein de sujets parce que c'est passionnant et c'est le principe de ces vidéos, c'est qu'on se découvre et puis ça rebondit comme ça. Donc, je vous dis à tout de suite pour les prochains épisodes qui arrivent. Ciao.